Nous faisons la promotion des entreprises du secteur. Alors, je sais que vous existez depuis un bon moment. À l'idée de notre aujourd'hui, ça explique quoi? On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs associations et qu'il est intéressant qu'on parle d'une seule et même voix. Donc si on parle d'une même et seule voix, on a plus de force. Les pouvoirs publics, les bailleurs savent à qui s'adresser et aussi comment impliquer tous les acteurs en même temps. Donc vraiment, c'est une nécessité qu'on parle d'une même voix et qu'on aille tous dans la même direction et qu'on unifie nos efforts. Alors, on sait que dans le passé récent, il y a beaucoup de discours dans votre sein, des différentes associations. Si aujourd'hui, vous avez cumulé le calumet de la paix et que tout va bien, que vous puissiez mettre au sein de la plateforme. Il n'y a pas véritablement qu'on appelle ça. Vous avez utilisé un mot là, je n'ai pas bien retenu le mot, mais ce n'est pas véritablement ça, d'accord? C'est-à-dire, il y avait plusieurs associations. Donc, ils allaient dans les directions qui étaient parfois différentes. Donc maintenant, pour éviter le double effort, on s'est vraiment mis ensemble et on avance pour le bien commun. Voilà, et on essaye de faire taire les leaderships, parce que pour faire avancer les choses. À quoi faut-il s'attendre dans le court, moyen, long terme de votre relation? Notre relation, peut-être on va accoucher un seul bébé, ou bien plusieurs. Bon, en Afrique, les familles c'est 4. Pour l'instant, on est 3. Merci. Merci beaucoup. Je suis Goro Edi, je suis président de l'association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Par ailleurs, membre du directoire de la plateforme des associations de promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors, Monsieur Edi Goro, vous secteur dynamique, vous bougez beaucoup depuis quelques années pour le bonheur du secteur des énergies renouvelables. Alors, les choses peinent à bouger véritablement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est peut-être l'impression qu'on a que les choses peinent à bouger. Vous avez expliqué que comparativement aux autres pays, la Côte d'Ivoire, du fait d'avoir pris de l'avance sur le développement énergétique, embrasse en retard le secteur des énergies renouvelables, ce qui donne l'impression que les choses vont lentement. Mais je peux vous rassurer que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, notamment sous l'impulsion du jeune ministre Abdourahmane Cissé, que je salue au passage. Les choses ont beaucoup évolué. Depuis le séminaire 2019 de Yamoussoukro, il y a un plan sectoriel de développement d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui a été adopté. Il y a un plan d'électrification en réseau, notamment ici, qui a été adopté. Et nous avons sollicité et obtenu du ministère la mise en place d'un cadre permanent d'échange et de concertation en vue de poser nos problèmes. Le ministre Abdourahmane s'en va. On est très peiné, on espère que son successeur va continuer sur la voie qu'il a toute tracée pour notre bonheur. On avait commencé à espérer, nous espérons toujours, l'État étant une continuité, nous sommes convaincus que son successeur va continuer sur l'œuvre que nous avions commencé. Alors vous dites que les choses avancent, pourtant la question de la défiscalisation des équipements reste encore un défi très important. Dans certains pays, les équipements sont défiscalisés. Ici en Côte d'Ivoire, ça reste encore une pierre d'achoppement. Oui, les choses se font progressivement. Je vais vous faire remarquer que le code de l'électricité... C'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu très important. Et le code de l'électricité a été adopté par l'Assemblée nationale depuis 2014. C'est resté en souffrance de tête d'application. Un manque de lobbying de votre part? Oui, on fait du plaidoyer. On fait du plaidoyer auprès de l'État. Nous sommes des PME. Nous avons besoin que le marché soit développé et que nous connaissons la croissance de ces PME qui sont membres de nos associations. Et le cadre réglementaire, il était faible. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. C'est vrai, on ne peut pas tout demander à la fois, mais les choses avancent progressivement et nous avons foi. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une oreille attentive auprès du ministère. Quand le cadre de concertation sera mis en place, au moins peut-être une fois trimestriellement, on va se rencontrer et on va poser le problème. C'est vrai, les tests d'application ne sont pas tous
à notre avantage. Quand je prends par exemple le décret, le dernier texte sur l'assujettissement à l'audit obligatoire énergétique, ça ne fait pas la part belle aux PME. Donc nous continuons le plaidoyer, nous allons expliquer à l'État que nous avons une vision. S'il est vrai que l'État veut avoir des champions nationaux dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, c'est de bon droit que l'État s'intéresse à la croissance de ces PME, au développement, en mettant en place des mécanismes pour développer le marché. Nous sommes un peu jaloux des PME des pays voisins où lorsqu'un opérateur international arrive, il lui est fait obligation d'être domicilié chez un acteur local. Et ça, nous prions de tous nos voeux l'État pour que dans les politiques, et je répète, c'est des réformes que le ministre Abdelrahmane Cissé avait entreprises. C'est l'un des rares ministres, évidemment, qui était préoccupé par la question du développement des PME. Il a même créé un prix pour encourager tous ceux qui font de l'innovation dans ce secteur. La première édition, le prix d'efficacité énergétique, a été même remporté par un de nos membres qui a mis en place un coffret, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc évidemment, on avance à pas de tortue, mais on avance sur. Merci, monsieur Diboro. Mon nom est Marc Dobré, je suis donc le président du Green Cluster des PME vertes de Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous créé une telle plateforme? Alors cette plateforme, elle a été créée parce que nous avons pris conscience qu'il nous fallait être unis, qu'il nous fallait être solidaires pour être plus forts, pour être plus efficaces. Chacune des associations était de son côté, mais les défis à relever sont tels par rapport justement à la lutte contre le changement climatique, par rapport au développement des marchés ENR, par rapport au renforcement des capacités de nos entreprises et surtout par rapport aux discussions avec les pouvoirs publics et les partenaires qu'on ait trouvé vraiment utile, pertinent, important de parler d'une seule et même voix, d'où justement la naissance de la plateforme. Est-ce qu'il y a des difficultés déjà que vous rencontrez? Alors, ces difficultés-là, ce sont celles qu'on avait déjà identifiées justement en décidant de se mettre ensemble. On a dit premièrement information, sensibilisation des populations. On a dit aussi l'accès au financement qui est vraiment un élément extrêmement important que nous considérons parmi les priorités. On a dit aussi accès aux technologies, on a parlé de formation, on a parlé de partenariat. Mais si on doit retenir une priorité, c'est vraiment l'accès au financement, parce que c'est ce qui va permettre justement de faire le lien avec en particulier le développement des marchés. Financement et marché, c'est ce qui va permettre donc à ces PME de se développer, d'être plus fortes, de faire des champions nationaux, et c'est vraiment ça notre objectif. Alors, par rapport au financement, à quel niveau se justifie, je dirais, la collaboration que vous avez avec les institutions? Alors, on va dire que les choses sont un peu timides. D'abord parce que les institutions financières et même les investisseurs ne nous connaissent pas suffisamment. Donc il y a un travail qui a commencé d'information, de sensibilisation, leur apprendre ce que c'est que ces secteurs, leur apprendre ce que c'est que nos métiers, mais surtout leur montrer des business cases, leur montrer que ces métiers peuvent être rentables, ces activités peuvent être rentables et donc intéressantes pour eux à financer. Nous discutons aussi avec des mécanismes de de-risking, comme on dit, mais c'est des mécanismes en fait de garantie, pour donner du confort à la banque, pour mettre en place les financements en ayant une garantie d'ouverture. Et c'est donc ces éléments concrets que nous sommes en train de regarder, mais avec différents types et niveaux d'institutions de financement, donc avec les banques, avec les microfinances, avec les acteurs de la garantie, avec les investisseurs en capital aussi. Nous sommes en train de faire donc ce travail. Merci.